Et on nous oppose toujours la même histoire en nous disant mais si tout ça était vrai, il y aurait des gens ayant participé à l'opération qui parleraient, alors que c'est évidemment une absurdité de présenter ça. Le secret militaire aux États-Unis est quelque chose de très puissant. On peut mener ce qu'on appelle les black programmes aux États-Unis, qui sont des programmes secrets du Pentagone qui apparaissent sur les lignes budgétaires du Pentagone. On sait qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui participent à ces programmes secrets. On n'en a jamais d'explication en public. Bon. Donc, pourquoi tout d'un coup le secret serait violé? Et d'autant qu'aujourd'hui, il y a des méthodes de gouvernement qu'on connaît bien. Elles ont été étudiées dans le cas du nazisme sur le fractionnement de la responsabilité. Quand on mène des opérations comme ça, on fractionne les responsabilités de telle sorte que si un témoin veut parler, il ne peut attester que d'une petite chose qui n'a pas de signification suffisante pour parler de l'ensemble. Donc il s'expose lui-même sans que son témoignage soit utile. Et donc comme ça, on est sûr que personne ne parle. En tout cas, très peu de gens ont intérêt à parler. Voilà. Donc oui, aux États-Unis, les choses se transforment, mais pour le moment, rien n'en sort. Et par contre, dans cette période en Europe, les États européens commencent à se faire les relais de la répression qui existe aux États-Unis. Parce que cette répression aux États-Unis, elle est très sérieuse. Par exemple, dans les campus aux États-Unis, les universités, c'était traditionnellement un grand lieu d'expression intellectuelle. Les médias s'y portent peu, mais les universités, c'était vraiment ça aux États-Unis. Bon. Il y a 3 ans, il y a un professeur d'université qui a été arrêté parce qu'il avait organisé une collecte pour les œuvres sociales des œuvres sociales en Palestine qui étaient contrôlées par le Hamas. Il a été incarcéré pendant 3 ans pour ça. Ça a un peu refroidi ses collègues universitaires. Et on ne trouve plus dans le corps enseignant en activité de gens qui osent encore critiquer le système. Bon, il y a l'exception de Norman Finkelstein qui vient de rentrer en grève de la faim et qui a toutes les chances de mourir de sa grève de la faim, puisque personne ne prendra soin de lui. Je vais poser une question idiote. Oui. En admettant que les néoconservateurs perdent les élections au profit des démocrates, est-ce que ça a une chance de changer ou est-ce que c'est la même chose? Parce qu'il y a peu de chances que ce qu'on appelle la droite américaine gagne les prochaines élections. Moi, je n'en suis pas si sûr. Je pense que c'est tout à fait possible qu'elle gagne quand même les prochaines élections. Même s'ils les perdent, ils les gagnent quand même d'ailleurs. Mais ça ne changera rien au problème parce que ce qui est en cause, c'est la manière de gouverner d'une classe dirigeante. C'est pas une question de parti politique. Oui, donc c'est les mêmes. C'est les mêmes. Et d'ailleurs, ces responsables politiques qu'on voit maintenant aux États-Unis sont très coupés de leur propre population, n'ont plus trop de rapport avec eux, ils se débrouillent entre eux, ils se partagent cette affaire. Ça ne ressemblerait pas un peu à ce qu'on a appelé chez Sarkozy l'ouverture à gauche, qui consiste à aller chercher des atlanto-sionistes libéraux au Parti socialiste? Mais ce que fait Nicolas Sarkozy, et qui lui a permis de gagner avec, je pense avec raison, il a gagné les élections, parce que le système politique français est complètement détruit par le fait que les partis politiques étaient restés sur des concepts de la guerre froide. La définition de la droite et de la gauche était héritée de la guerre froide. Cette guerre froide, elle est finie, on a mis du temps à s'en rendre compte, l'Union soviétique a disparu, il n'y a plus de contre-modèle, tout ça, il n'y a qu'une seule puissance. Donc toutes les définitions qu'on avait de ces clivages droite-gauche ne marchaient plus. Tout le monde s'en rendait compte, tout le monde le disait tous les jours, mais n'en tirait aucune conclusion. Lui, il était le premier à en tirer une conclusion. Il a dit, puisque ça a disparu, lui, il est ni à droite ni à gauche, il est du côté de la puissance dominante. Il rentre sur un autre type de clivage. Il dit, voilà, je défends les États-Unis et Israël, et puis ceux qui sont contre, qui se mettent en face. Et personne ne se met en face. Ça m'appelle une question. Quand il a hésité, soi-disant, pour le ministère des Affaires étrangères, qui est un ministère clé, puisque c'est là où les gaullistes continuaient à pratiquer une politique équilibrée qu'eux-mêmes appellent politique pro-arabe, qui en fait était juste qui défend les intérêts français. Et quand on prétend qu'il aurait hésité entre Védrine et Kouchner, qui n'est pas du tout la même ligne, est-ce qu'il y avait une possibilité réellement que Védrine, qui est quand même un néo-gaulien, puisse accepter le boulot? À ma connaissance, il n'a pas proposé ce travail à Védrine. C'était Bidon. Il lui a proposé de prendre le ministère de la Justice, mais pas les Affaires étrangères. Voilà, et justement, les Affaires étrangères étaient réservées à une personne, quelqu'un qui puisse jouer le rôle de porte-parole des intérêts atlantistes. Bernard Kouchner n'est pas le vrai ministre, c'est juste quelqu'un qu'on met devant les caméras pour parler. Le vrai ministre, on ne le voit pas, il est à l'Élysée, c'est Jean-David Lévy, c'est lui qui mène la politique étrangère de la France. Il était où, aux États-Unis, lui, avant?
Il a été ambassadeur aux États-Unis, à la fois à New York et à Washington, hein, c'est-à-dire à l'ONU et puis pour les États-Unis. Mais il a été, c'est l'homme du sérail, c'est-à-dire c'est un homme élevé au sein des services secrets, qui a été conseiller diplomatique de Valéry Giscard d'Estaing, de François Mitterrand, de Jacques Chirac, maintenant de Nicolas Sarkozy, et qui représente la faction atlantiste dans l'administration française, puisque jusqu'à présent, nous avions toujours un équilibre assez particulier entre atlantistes et gaullistes dans l'administration. Bon, maintenant, il n'y en aura plus que pour les atlantistes. Est-ce qu'il y a une résistance des gaullistes? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce qu'il y a des... Alors, si tu as les infos. Il se passe quelque chose, mais ce qui se passe pour le moment, c'est exclusivement des résistances dans l'administration à certains ordres qui peuvent être donnés, voilà, dont l'application va peut-être traîner. Et par contre, il n'y a aucune résistance en termes politiques de débat public. Je n'ai pas entendu de gens pour le moment, ni à droite, ni dans ce qui reste de la gauche, élevé de protestation. Tout juste, Dominique de Villepin semble vouloir sortir du bois et éventuellement défendre les intérêts français face au camp atlantiste. Et pour amener une dernière question, qui me paraît la conclusion logique de tout ça, quel espoir? Avant de faire une conclusion, moi je voudrais revenir sur le point que je disais sur la transcription en droit français de ce qui se passe aux États-Unis en termes de répression. Donc les listes administratives que M. Bush écrit de ses opposants politiques sur son territoire et à l'étranger, dans la politique impériale qui est la sienne, ces listes commencent à avoir une application sur le territoire européen et même en France. C'est-à-dire que l'administration française applique les... Le premier cas a surgi fin août, où un ressortissant tunisien qui venait demander l'asile politique en France, on lui a expliqué qu'il était sur les listes de M. Bush, et que donc non seulement il n'aurait pas d'asile politique, mais on allait tout de suite l'incarcérer, et qu'on verrait plus tard. Bon. Ça, c'est le début. Alors, je sais que la comparaison est très offensante et je ne voudrais pas mélanger tout, mais il y a dans notre histoire nationale, il y a toujours eu une tendance dans certains groupes à s'aligner sur la puissance dominante du moment. Tu penses aux années 40, le truc qui s'appelait l'occupation. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Donc il y a des gens à ce moment-là, ils s'étaient alliés à la puissance dominante. Alors ils n'étaient pas nazis, ils n'étaient pas fascistes, c'est pas le problème. C'est simplement, ils étaient pour l'Allemagne parce que l'Allemagne avait gagné, c'est tout. Bon. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait en France? Ils ont appliqué avec zèle, plus que même qu'on leur demandait, la répression qu'ils pensaient agréable aux yeux du Reich. Voilà. Et je pense que cet état d'esprit est en train aujourd'hui de s'installer au sommet en France. Voilà. Ça, c'est très très grave. C'est maintenant qu'il faut réagir. Parce que ce genre de choses, ça s'installe par petites touches dans une succession de petits textes qui chacun n'est pas bien grave, mais qui à la fin forment un corpus dont tout le monde est prisonnier. Voilà. Dans une période de précarité économique où les gens ont d'autres chats à fouetter, ça touche quand même très très peu de gens. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où la société est organisée de manière très différente de ce qu'elle était il y a 70 ans. Donc, il y a 70 ans, il y avait des grandes usines, on avait des partis de masse, des organisations de masse, et on avait aussi une répression de masse. Bon. Aujourd'hui, le mode de production est différent, c'est des petites unités reliées par Internet, tout ça. Atomisées, voilà. Donc, ça se voit pas. La répression, elle est organisée de la même manière. Elle va être atomisée, elle va choisir de manière très sélective quelques individus, elle va leur tomber dessus, oui peut-être, elle va leur tomber dessus, bien sûr, hein. Elle va leur tomber dessus, et puis on va espérer que ces exemples seront suffisamment effrayant pour que les autres se tiennent à carreau. Voilà. Mais on va éviter la répression massive.